Bonsoir à tous. La crise sanitaire a révélé, a accéléré les besoins de repenser l'habitat et la façon d'habiter. Une crise qui a également mis en lumière des inégalités sociales croissantes dans le logement et dans les conditions de vie, comme chacun a pu l'observer. Dans ce contexte très difficile, très incertain de cette crise sanitaire qui n'est pas achevée, loin de là, l'AFPOLS, qui est un organisme de formation HLM, a souhaité organiser une série d'entretiens avec des personnalités, des experts d'horizons différents, afin d'éclairer et de nourrir la réflexion des décideurs HLM sur les stratégies nouvelles qu'il faudra mettre en place pour mieux vivre l'habitat. Alors les thèmes retenus que nous aurons dans les semaines à venir vont de l'écologie politique à l'économie de la redistribution, du rôle des territoires aux comportements sociaux, de l'urbanisme du futur aux nouvelles formes du travail ou des mobilités, elles aussi vont influencer l'habitat. Et nous commençons ce soir par les solidarités avec le représentant de la Fondation Abbé Pierre, en première ligne, bien sûr, et depuis de longues années, sur le logement. Bonsoir, Christophe Robert. Bonsoir. Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, dont on va très rapidement rappeler sa création reconnue d'utilité publique. C'était en février 1992, avec pour mission de permettre à toute personne démunie d'accéder à un logement décent, à une vie digne, quel que soit le montant des ressources et la situation sociale, avec évidemment 2 points centraux qui ont été couramment et longuement jusqu'à la fin de son existence rappelés par l'abbé Pierre, votre fondateur, président d'honneur d'ailleurs jusqu'à sa mort en 2007, qui sont d'une part faire le lien entre le logement, les conditions de vie, l'équilibre familial. Perdre son logement, c'est déjà le début de la chute. Et la deuxième, c'est ce terme de dignité qu'il a très souvent rappelé dans son vocabulaire. Vous reprenez bien sûr à votre compte ces 2 appellations. Oui, c'est le début d'une réflexion forte, c'est-à-dire qui a, j'allais dire, rythmé son combat pendant 60 ans à l'abbé Pierre. C'est l'idée de dire la question du logement, c'est pas qu'une question de logement en fait. Souvent, on la résume à des questions techniques, opérationnelles, financières. Et au fond, si on se place du point de vue de ceux qui habitent ou qui n'arrivent pas à habiter ou qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir un toit sur la tête, eh bien, les conséquences sont énormes sur le vivre ensemble, sur l'emploi, sur la scolarisation des enfants, sur la santé, sur la vie familiale, sur la vie avec les autres. Et donc, il y a vraiment dans ce combat de l'abbé Pierre, qui donne notamment naissance à la Fondation, cette idée qu'il faut vraiment considérer la question du logement pour nos concitoyens à sa juste place. Et donc, en conséquence, l'absence de logement aussi à sa juste place. D'où ce combat assez, j'allais dire, exceptionnel et qu'il nous faut tous maintenant, les uns et les autres, prolonger. Alors sur l'aggravation, on va y revenir, causée par la maladie de la Covid et par la crise sanitaire qui s'ensuit et qui n'est pas terminée. On va y revenir plus longuement et également, bien sûr, parce que c'est l'objectif de ces entretiens. Nous commençons le premier avec vous, de proposer et de voir comment s'organiser, comment est-ce que il va se passer autre chose forcément. Est-ce que pour vous, donner une question très spontanée, il y aura un après cette maladie ou un pendant, parce qu'on ne sait pas combien de temps elle peut durer. En tout cas, est-ce que l'on peut dire que les choses ne sont plus d'ores et déjà comme avant? Tout dépend de quoi on parle. Si on parle de l'idée selon laquelle cette crise majeure, mondiale, qui touche tout le monde, sans différenciation, qui a bousculé les économies de tous les pays du monde et qui continue à sévir et à inquiéter chacun d'entre nous, penser qu'il y aura des changements, probablement, parce que ça ne laisse pas anodin, un événement aussi mondialisé, aussi violent, aussi inattendu, aussi long, aussi dur. En même temps, penser que ça va changer les structures, par exemple sur la question des solidarités, je crois que c'est un peu tôt pour le dire, parce que les raisons pour lesquelles il y a de la pauvreté aujourd'hui, il y a du mal logement aujourd'hui, elles s'inscrivent dans une histoire longue de structures, dans les pensées, dans les équilibres économiques, dans les choix, les arbitrages. Et il ne faudrait pas non plus faire preuve de naïveté trop vite, même si, évidemment, pour nous, à la Fondation Abbé Pierre, ça a été un grand révélateur. Du coup, on espère que la claque que tout le monde a prise à cette occasion-là sera susceptible d'occasionner des changements, de produire une autre façon de concevoir l'autre et ses difficultés, de tendre la main aux plus fragiles. Alors, quelques rappels justement sur la Fondation.
bien sûr le fameux hiver 54 qui reste présent dans beaucoup d'esprits, l'accompagnement des associations donc pour lutter contre ce qu'on appelle le mal logement, pas seulement également le sans logement, mais le mal logement, source d'exclusion comme on vient de le rappeler. Vous soutenez environ 900 projets par an, je crois que c'était encore le cas cette année, c'est à peu près chaque année, en France et à l'étranger. On va surtout parler bien sûr de ce qui se passe chez nous en France et notamment de vos relations avec les bailleurs sociaux et les organismes HLM. Plusieurs directions à la construction des logements très sociaux, le combat contre l'habitat indigne, on a déjà cité cet adjectif indigne, l'accompagnement juridique aussi des personnes mal logées, la sensibilisation de l'opinion, vous faites des campagnes assez fréquemment, et c'est un point très important, l'interpellation des pouvoirs publics, ce que vous faites souvent par vos rapports annuels d'abord, et puis en suivant de très très près les politiques qui sont conduites, et ce qu'encore une fois votre fondateur a fait lui-même, et même au Parlement, et de la manière que l'on sait. On revient un peu sur peut-être la première fois où vous avez, c'était à l'occasion je crois de l'année mondiale des sans-abri, 1987, où vous avez également mentionné cette question du mal logement. Ce mot a été trouvé par la Fondation Abbé Pierre et repris depuis. Oui, en fait, l'idée c'est que, si vous voulez, dans l'esprit depuis longtemps de beaucoup de nos concitoyens ou de nos représentants politiques ou responsables politiques, l'idée qu'il y a un problème de logement, c'est le fait d'être sans abri, ce qui est évidemment la forme la plus dure de mal logement, d'être sans domicile. Et au fond, ce que nous voyons, ce que les associations voyaient, c'est que vous pouviez avoir un logement, donc ne pas être sans abri, et pour autant vivre dans des conditions innommables, dangereuses pour la santé. La triste histoire de la rue d'Aubagne à Marseille nous l'a rappelé. Et donc, le mal-logement est une catégorisation pour pouvoir lister, identifier, comptabiliser les formes exacerbées de difficultés de logement. Donc ça va des sans-abri, des personnes qui n'ont rien du tout, aux personnes qui vivent dans des logements indignes ou dans des logements surpeuplés. Vivre à 10 dans 20 mètres carrés, c'est évidemment pas des bonnes conditions de logement et ça a d'énormes conséquences. Donc ces catégorisations, on les a fait évoluer dans le temps, on a agrégé de la statistique publique et aujourd'hui, ça nous permet de dire qu'il y a 4 millions de mal logés en France qui renvoient à ces différentes catégories. Oui, on l'a vu pendant la crise et pendant le confinement, ce que vous dites sur les logements trop étroits, insalubres, ça a été un révélateur d'une crise sociale énorme, en fait. Ah, complètement, c'est-à-dire que ce que, évidemment, pour des millions de gens, c'était quasiment invivable. Oui, ce que nous, on voit, parce qu'évidemment, on essaie d'apporter des réponses concrètes. Hein. Beaucoup de l'activité de la Fondation, c'est d'apporter des réponses aux mal logés, directement ou avec les associations qu'on soutient. Tout d'un coup, ça s'est rendu visible à tout le pays. Dire, mais d'accord, mais restez chez vous. Ouais, mais si j'ai pas de chez moi. Ou si mon chez moi, il me rend malade. Vous savez, on avait une campagne, vous parliez des campagnes, on disait, quand on est malade, on reste à la maison. Mais si c'est mon logement qui me rend malade, qu'est-ce que je fais? Quand on a contraint, du fait du confinement, les personnes à rester chez elles, avec une sortie par heure, enfin 1 heure de sortie par jour, quand on est dans un logement surpeuplé, comment on fait? Donc, on a vu que ça pouvait exacerber les tensions familiales, les violences familiales, les difficultés entre frères et sœurs, entre parents, en couple. Bref, ces formes de mal-logement qu'on décrit depuis longtemps, elles nous ont, à tous, je crois collectivement, sauté à la figure. Et on a mesuré à quel point le logement était important à cette occasion-là. Elles vous ont surpris à ce point d'exaspération? Non. Pour être très sincère, vraiment pas. Puisque précisément, c'est ce qu'on essaie de rendre visible ou d'aider, ce sont ces situations-là. Quand on dit depuis longtemps le surpeuplement, c'est pas juste qu'il nous manque un petit bout de mètre carré, que ça peut, si on parle du surpeuplement accentué, si on prend la terminologie de l'INSEE, ça peut avoir des conséquences importantes. Quand on dit qu'un logement mal isolé, c'est évidemment pour chacun d'entre nous compréhensible qu'en hiver c'est compliqué, mais aussi en été. Donc c'est plutôt des formes que nous connaissions bien, mais nous nous sommes aperçus que beaucoup de gens ont découvert à cette occasion-là l'importance du logement. Oui, la maladie et la Covid comme révélatrice de phénomènes que vous connaissiez. Et des inégalités, comme vous le disiez tout à l'heure. Et des inégalités. Tout le monde n'a pas les mêmes chances par rapport au logement. Évidemment. On va peut-être remonter un peu en arrière, Christophe Robert, sur plusieurs dates. J'ai dit vous interpeller
les gouvernements, c'est aussi votre mission et votre rôle, et parfois très efficacement. On va revenir sur quelques mesures qui ont été prises, mais il n'empêche que vous dénoncez quand même, et ça je crois en gros depuis les années 2000, ces 20 années qui viennent de s'écouler, ces 2 décennies, la Fondation les dénonce quand même comme une situation qui s'est plutôt dégradée. Et vous avez constamment engagé les candidats à la présidence, donc c'était le cas évidemment en 2007, ce sera de nouveau le cas un peu plus tard, à s'engager solennellement. Ce qu'ils ont fait, mais ont-ils toujours tenu leurs promesses, c'est une autre question. Quels sont les points que vous retenez qui restent un grand regret pour vous, et ceux qui au contraire constituent des avancées? On peut peut-être les lister rapidement, ça nous emmènera vers ce que vous proposez maintenant. Le plus grand regret pour nous à la Fondation Abbé Pierre, c'est de ne pas réussir, nous et d'autres, mais à faire de ce logement, de cette question du logement, une des 3-4 questions majeures de l'action politique publique, locale ou nationale, avec l'emploi, avec la santé, avec l'éducation. Vous avez le sentiment que ça n'a pas pris la même place que l'emploi, que la santé, que l'éducation? C'est impressionnant. Ah oui. On voit bien, c'est-à-dire que ce sujet du logement, il n'arrive pas à occuper sa juste place. Pourtant, tout le monde a besoin d'un logement. Tous les territoires sont concernés. Les formes ne sont pas les mêmes de problématiques qu'on rencontre en territoire rural ou dans une métropole où le secteur du logement est très tendu, le marché du logement est très tendu. Mais au fond, c'est comme si cette idée du logement, c'était une affaire technique. Donc voilà, on allait traiter des sujets, bien sûr, on en parle. Quand le bâtiment va, tout va, donc il y a un enjeu autour de l'emploi, il y a bien sûr un enjeu autour des territoires. Mais au fond, il n'y a pas de débat autour du logement dans le pays. Et si on prend depuis 2000, il n'y a quasiment pas de débat. Vous avez, une année en campagne électorale, on dit qu'il faut une France de propriétaires. Et puis après, on dit on va faire un choc de l'offre pour faire baisser les prix. Donc on a des slogans, si vous voulez, qui renvoient bien sûr à des idéologies, à des visions politiques différentes. Mais le débat, où a-t-il lieu? Est-ce que vous avez entendu le mot logement dans les discours de politique générale de nos premiers ministres successifs? C'est très rare. C'est très rare et de façon tout à fait marginale en quelque sorte. Alors il y a plein de raisons à ça. Sans doute le sujet est compliqué. Quand on veut faire une bonne politique du logement, on en récolte les fruits, pas le temps de son mandat, pour un maire comme pour un président de la République. Le logement est dans le temps long. Changer la ville, c'est le temps long. Quand on construit, vous savez, même l'emploi, vous pouvez faire des politiques de relance dans l'emploi ou de soutien à l'emploi qui peuvent avoir des effets en 9, 12, 15, 18, 22 mois. Dans le logement, il faut une politique foncière, il faut une vision de la ville, il faut engager les constructions. Qu'est-ce qu'on construit? Pour qui? À quel prix? Il faut mettre en place tout un appareil de production qui doit se mettre en ordre de marche. Si par exemple l'idée c'est de construire plus et mieux. Bref, avoir une vision sur la démographie, voir qu'aujourd'hui on a une augmentation considérable du nombre de ménages d'une seule personne, le vieillissement, la dépendance. Ces sujets-là, il faut absolument qu'ils soient saisis autour de la question du logement. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc on en souffre. Donc on fait des politiques à la petite semaine, bien souvent, trop souvent. Et donc on n'est pas capable d'inverser des tendances lourdes que sont par exemple la ségrégation territoriale, la cherté du logement, qui créent des exclusions majeures dans notre pays. Quand même quelques avancées, on va peut-être en citer quelques-unes. Le mandat de François Hollande, un contrat social quand même que vous leur aviez proposé d'ailleurs, une activité assez dense, et puis la fameuse loi Allure, loi relative à la mobilisation du foncier public, a quand même fait bouger un peu les choses. Vous le mettez dans la case des bonnes réalisations, des bonnes initiatives? Oui, mais tout dépend où on positionne le questionnement. C'est-à-dire que... c'est important pour ce qui suit aujourd'hui. Tout à fait, non, mais c'est important. Je répondais à votre question de dire, finalement, qu'est-ce que vous pensez de l'action politique globalement? Donc j'avais une vision plus globale, un peu macro, en disant, il n'y a pas une vraie continuité, il n'y a pas un vrai engagement dans la durée, il n'y a pas une vraie prise de conscience de l'importance du logement sur sa dimension territoriale, sociale, économique, bref. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de choses qui se font. Ça ne veut pas dire qu'on a, par exemple, un super modèle de logement social en France. Et on en discutera sur l'actualité, parce qu'il ne faudrait pas le fragiliser, qui est quand même le fruit de 100 ans d'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, avec la loi Allure, enfin, une volonté d'encadrer les loyers. Mais par exemple, la loi Allure prévoyait d'encadrer les loyers dans les 28 agglomérations les plus importantes de France, plus de 1100 communes. Et puis on est revenu en arrière, parce qu'elle a été attaquée juridiquement. Et maintenant, on l'a réduit à une expérimentation
dans lesquels doivent se positionner les collectivités. D'ailleurs, je les invite, puisque c'est jusqu'à fin novembre qu'elles peuvent se positionner. Mais il y a eu du débat là-dessus en disant « mais c'est dogmatique, laissez faire le marché s'autorégulera, les prix vont finir par baisser ». Ça fait 15 ans que moi j'entends ça à la Fondation Abbé Pierre. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent. Donc, il y a aussi de l'idéologie, mais il y a plein de choses qui se font bien au quotidien par les acteurs dans une ville, par les acteurs du logement social, par les acteurs associatifs. Vous voyez, ce n'est pas un discours de sinistrose que je suis en train de dire, mais par rapport à l'enjeu structurel, on a vraiment du mal à passer le cap qui permet de nous dire aux mal logés, dans les 5 à 10 ans, on aura réglé le problème du sans-abrisme en France, par exemple. D'autant qu'il faut rappeler quand même un chiffre important, en tout cas une donnée importante, dans la période dont on parle, en gros, ces 20 années, une hausse générale de la part des dépenses engagées par les Français dans le logement, à tout niveau, hein, quel que soit le niveau. Et donc cette question du pouvoir d'achat est réellement liée à celle du logement et de plus en plus. Complètement. Ça, c'est quelque chose... On est sur un sujet qui est pour nous un des plus importants parce qu'il a des conséquences, effet domino, boule de neige. Pourquoi vous évoquiez le début des années, à partir de 2000? C'est qu'en fait, entre 2000 et 2012-2015, on a vu les prix de l'immobilier doubler. C'est ça. On a vu les prix, les loyers, les montants des loyers dans le parc privé augmenter de 50%. Certaines des charges, des sources qui permettent de se chauffer, le gaz, etc., ont pu augmenter de 70% en 5-6 ans pendant cette période-là. Donc on a eu une augmentation des coûts liés au logement considérable, qui a pour effet d'amputer très fortement le pouvoir d'achat des ménages, du fait que désormais le logement est le premier poste de dépense des ménages, en moyenne 25% si on prend tout le monde, les riches, les pauvres, les catégories modestes, les classes moyennes, etc. Beaucoup plus pour certains. Mais voilà, pour les plus modestes, 35%, oui. et pour les plus modestes, les personnes que nous on aide, c'est 40-50%. Jusqu'à 50%. Ah oui. Mais oui, et donc, si vous voulez, ce sujet, par exemple, du coût du logement, du prix du logement, et qui recoupe la question du logement social, puisqu'on est dans des niveaux de loyer en dessous du marché, elle est au cœur du processus d'exclusion territoriale et sociale qui se cache derrière ces questions de logement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire et on attend? Moi, c'est ce que me disent beaucoup de gens. Ça s'autorégulera, il faut construire beaucoup. Monsieur Macron, en campagne, a dit « je ferai un choc de l'offre ». Et avec ce choc de l'offre, on va tellement construire que ça va faire baisser les prix. Écoutez, depuis 2 ans, 3 ans, on a une baisse de la production globale. Donc on n'est pas prêt d'avoir le choc de l'offre. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? On nous dira ça sera la France des propriétaires en 2022. Et puis en 2027, on nous dira bon, je vais faire un effort ici. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps passe. Avec des souffrances derrière le logement. Et c'est ça le problème. Hein. Ce n'est pas un débat par principe idéologique. C'est que pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent. On va y revenir évidemment par rapport à ce qui peut se faire maintenant, parce que cette situation que vous décrivez, évidemment, a été encore aggravée par la crise sanitaire, étant donné la perte de pouvoir d'achat, d'emploi, très souvent, de beaucoup des personnes fragiles dont vous parlez actuellement. Et puisque vous parlez du président Macron, et là, on commence à avancer sur ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, c'était une de vos propositions, la Fondation Abbé Pierre, et vous avez là franchement fait avancer beaucoup la discussion sur le sujet, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez maintenant, et si vous êtes toujours sur cette ligne-là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Lancé en septembre 2017, ce qu'on a appelé, il y a 2 plans en fait, je parle du plan logement d'abord, qui était une demande de votre fondation, soutenue par bien d'autres associations bien sûr. En septembre 2017, donc le président Macron en a fait une priorité, placer l'obtention d'un logement au départ du processus d'insertion, qui vous paraissait évidemment fondamental, plutôt que de trouver des solutions, de le prendre comme un aboutissement avec des solutions d'urgence préexistantes. Est-ce que ça va être encore possible, ça, Christophe Robert, aujourd'hui, où la situation s'est tellement aggravée? Non. En fait, il y a... Est-ce qu'il ne va pas falloir renoncer à cette mesure qui pourtant socialement a fait cette preuve? Surtout pas. En fait, la politique du logement d'abord, qui est une inversion, au lieu de multiplier, du fait de l'exclusion par le logement, ce qu'on disait tout à l'heure, des réponses d'urgence à des situations d'urgence, donc des hôtels sociaux, des hébergements d'urgence coûteuses et puis pas satisfaisants pour les gens. Allez faire un tour dans les hôtels sociaux, vous allez voir. Et des familles, des ménages, ils restent parfois avec des enfants 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc l'idée de dire, en fait, ça rejoint notre introduction. Le logement, c'est tellement important qu'en fait, on peut inverser la logique. On va se servir du logement comme un levier pour se reposer, pour se soigner, pour se remettre en état peut-être de retrouver un boulot, pour reprendre une vie sociale normale. Donc c'est le levier de la réinsertion. Ce n'est pas la récompense après un hypothétique
parcours, de la rue, à l'hôtel social, à l'hébergement d'urgence, au logement d'insertion. Cette philosophie-là, ce modèle d'intervention, il marche extraordinairement bien. Nous, dans les actions qu'on développe, de logement accompagné, de pension de famille avec du logement durable, ou de logements très sociaux avec un accompagnement social, ça marche extraordinairement. C'est-à-dire des gens qui ont vécu des choses très difficiles, qui ont passé 2 ans, 3 ans, 5 ans à la rue. On était avec la ministre jeudi dernier à une visite de pension de famille à Montpellier. Les témoignages des personnes, des habitants de cette pension, c'était vraiment très touchant. Si vous voulez, ils disent, bah, moi tout a changé. Tout d'un coup, j'ai eu un chez moi, je pouvais rester chez moi. On n'allait pas me dire, faut partir. Je pouvais rentrer ma clé, je pouvais inviter quelqu'un. Je pouvais aller voir les autres ou je pouvais rester dans mon logement. Enfin, c'est du bon sens. Donc, cette logique-là, sincèrement, l'impulsion donnée par le plan quinquennal porté par le président Macron, à qui nous avions proposé pendant la campagne ce changement de stratégie, c'est très positif. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de changer l'approche de ces sujets du sans-abrisme et la réponse aux très mal logés. Donc, il y a des choses qui se font. Ma question est, est-ce que c'est viable? Parce que c'était assorti d'une promesse aussi du président Macron, 40 000 logements très sociaux seront construits dans la foulée, bien sûr, vous l'avez dit, dans le temps long. Mais où en est-on aujourd'hui et est-ce encore possible? Il n'y a pas ça derrière le logement d'abord. Le nombre de il faut faire des pensions de famille. Potentiel va augmenter, va même exploser, tout le monde le sait. D'abord, le logement d'abord, en termes de stratégie, est impulsé. Et donc, l'investissement avec les territoires, etc., commence à fonctionner. Sauf que, pendant ce temps-là, ce même gouvernement coupe dans les APL, coupe dans les moyens dédiés au logement social, plutôt que de dire il faudrait arriver à produire plus de logements très sociaux, c'est les 40 000 que vous évoquez, ou s'appuyer sur l'APL pour permettre à ces personnes dans l'hébergement d'urgence ou dans la rue d'accéder à un logement à très très bas loyer. Donc, il y a une contradiction. Maintenant, par rapport à l'actualité, je ne vois pas en quoi il y aurait la crise sanitaire rendrait plus difficile l'action publique. Ce qui rend difficile l'action publique dans ces domaines... Moins de moyens, tout simplement. Non, les moyens, on les a coupés au début du quinquennat. Certes. Première année, deuxième année, troisième année, réduction de loyer de solidarité. Plusieurs milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'en 2020, en année pleine, on est à un peu plus de 3 milliards en moins sur les APL et le logement social. L'erreur et la contradiction, elle est au départ un choix économique. Et pas pour dire, je prends 3 milliards et je les mets là, dans la politique du logement, ou je les mets ici, et ça on pourrait discuter, c'est des points de vue, c'est pour faire de la baisse de dépenses budgétaires de l'État. Donc elle n'est pas redéployée dans une logique nouvelle. Contradiction avec le logement d'abord. Maintenant, écoutez, dans ce cas-là, c'est la question du plan de relance. Pourquoi on ne met pas le logement au cœur, un des piliers, des 4-5 piliers du plan de relance? Je ne comprends pas. Ça a été mentionné ou pas, le plan? Oui, dans la rénovation thermique. Il en a été question. Dans la rénovation thermique des habitations, absolument. Oui, 500 millions d'euros pour les bailleurs sociaux en rénovation thermique, c'est pas rien du tout. C'est pas rien. On augmente ma prime rénov pour la rénovation thermique des logements dans le parc privé. C'est loin d'être anodin et c'est important. Il faut le souligner, c'est positif. Chèque énergie? Pas dans le plan de relance, mais le chèque énergie, oui, post-gilet jaune, on va dire, qui a été élargi et augmenté dans son montant. Par contre, faire du levier du logement un levier de relance, même pour la production, pour augmenter la production. La production, là, on en a besoin de logements très sociaux. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Pourtant, ça répond vraiment aux besoins sociaux, ça fait baisser la dépense des ménages, donc ça redonne du pouvoir d'achat pour des gens qui vont le consommer tout de suite, qui ne vont pas épargner, parce qu'ils ont des petites ressources. Ça crée du développement économique dans les territoires, ça crée de l'emploi dans le bâtiment. Bref, il y aurait pu avoir un levier, mais vous voyez bien que ça aurait été une contradiction. On a coupé en début de quinquennat et là, on les remettrait. Je crains que ce soit ça qui ait conduit ce choix-là. Et pour nous, c'est un mauvais choix. Et vous rejoignez ici les préoccupations des bailleurs sociaux avec lesquels, évidemment, vous êtes appelés à travailler et à discuter longuement. Évidemment, vous ne vouliez pas renoncer à cet argent qui était prévu pour le logement. Ils disent la même chose. Donc, tout ce qui vient d'être annoncé récemment ne va pas dans le bon sens, selon vous. Oui. Alors, il y a peut-être une nuance avec les bailleurs sociaux. Enfin... Je ne sais pas ces nuances. Vous savez, les bailleurs sociaux, c'est 4 millions et demi. Ils sont nombreux et différents. Et beaucoup de... Voilà, exactement. Donc, voilà, je ne veux pas généraliser. De tailles très différentes, ce qui fait quand même... oui. Et puis aussi d'histoire, de philosophie, puis de stratégies différentes. Bref, tout le monde ne produit pas beaucoup de logements très sociaux. Certains font beaucoup de logements plutôt intermédiaires. Bref, bon. Certains sont quand même beaucoup plus dans les quartiers populaires, d'autres... bon. Donc, c'est difficile de parler de manière générale, mais... Au fond, moi, je voudrais juste me placer par rapport au modèle économique du logement social et les choix politiques du gouvernement budgétaire.
le modèle du logement social en France, il est excellent. Il fonctionne depuis 100 ans et franchement, beaucoup de pays nous le jalousent. Donc on est plutôt dans une idée de l'exporter, par exemple à l'échelle européenne, pour que d'autres puissent avoir des réponses bonnes comme le logement social. Qu'il faille faire évoluer le secteur à certains égards, pourquoi pas? Nous, ce qu'on disait au président de la République quand il a lancé la réduction de loyer de solidarité ou au ministre de Normandie, on disait, écoutez, si vous pensez qu'il faut faire autrement avec les ressources des bailleurs sociaux, ben, mettez-les autour de la table, dites, on va faire mutualiser davantage vos ressources pour les orienter vers la production là où on a le plus besoin, vers la rénovation, mutualiser vos ressources. Et nous, Fondation Abbé Pierre, on dirait il faudrait injecter beaucoup plus de moyens pour faire baisser les niveaux des loyers, pour loger les personnes pauvres, parce qu'autrement, on n'arrive pas à les loger. Dans la production neuve, le modèle économique ne tient pas la route. Mais le gouvernement, il ne nous a pas laissé la possibilité de construire quelque chose. Il a dit, on coupe, on fait de la dépense budgétaire en moins sur le domaine du logement, et c'est devenu celui qui fait baisser le plus la dépense budgétaire de l'État. Donc on n'est pas dans une stratégie avec une vision de ce que devrait être la politique du logement social. Or, on aurait pu faire ça, dire, oh, écoutez, il faut que 1 milliard soit dédié au plan logement d'abord, à la rénovation des quartiers populaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu ça. On a coupé. Et ça, c'est une grande tristesse pour nous et une forme de gâchis, de notre point de vue. On change complètement de paradigme, Christophe Robert, là, sur la politique de l'habitat et du logement à venir. Donc, je reviens sur vos rapports à vous. On va quitter peut-être la partie plus institutionnelle. Sur vos rapports avec le monde HLM, est-ce qu'il faut, là aussi, agir autrement? Vous parliez des impayés, par exemple, des loyers difficilement récupérables ou des personnes en difficulté qui font, on va dire brutalement, mais qui font fuir d'autres habitants vers d'autres logements. Évidemment, vous soutenez ces familles et vous demandez au HLM de les accepter, voire d'accepter aussi les impayés dans la mesure du possible. Est-ce qu'il n'y a pas un moment avec cette crise sanitaire qui a amplifié toutes ces difficultés déjà existantes où ça ne sera plus possible? Et vers quoi pouvons-nous aller dans ces circonstances? Alors, là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a une grande diversité d'acteurs dans le mouvement HLM. Mais d'abord, dire quand même que le logement social dans son ensemble, globalement, joue son rôle. Ensuite, que la rotation qu'il y a dans le parc social, avec 450 000 à 500 000 attributions chaque année, montre qu'il y a un taux de pauvreté parmi ceux qui entrent toujours plus important. Néanmoins, il y a des problèmes. Et donc d'impayés? Alors, je vais venir aux impayés. Mais néanmoins, il y a un problème quand même. C'est que la production nouvelle, et pas que, aussi un certain nombre d'orientations dans les attributions de logements sociaux, font que quand vous êtes en situation de pauvreté aujourd'hui, vous pouvez ne pas trouver chaussures à vos pieds dans le logement social. Et donc, vous voir refuser une attribution pour insuffisance de ressources. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Alors, le problème, c'est quoi? C'est le modèle économique qui ne permet pas de sortir des loyers au même niveau que les APL, parce que si vous avez des loyers au même niveau que les loyers APL, vous pouvez loger des personnes très pauvres, puisque l'APL fait la compensation. Donc, depuis 10 ans, on a réduit la voilure sur les APL et le logement social, donc c'est un problème. Et puis, il y a aussi des pratiques de bailleurs sociaux qui n'ont pas trop envie d'avoir des pauvres. Donc, tout n'est pas du même ordre. Je pense qu'on peut faire mieux en termes d'attribution. Et ça, c'est la responsabilité des bailleurs sociaux pour appliquer les quotas qui sont fixés par la loi liberté, responsabilité, égalité et citoyenneté, de 25% des attributions pour tous les réservataires aux 25% les plus modestes, les prioritaires au titre du droit au logement opposable. Bref, il y a certains bailleurs qui ne jouent pas tout à fait le jeu. Et là, il faut qu'il y ait une évolution. Il faut aussi qu'il y ait donc plus d'injection de moyens financiers publics pour faire baisser les niveaux de loyer. Sur les impayés, ça ne peut pas être la responsabilité des bailleurs sociaux de compenser tous les impayés. Ils peuvent faire de la prévention, par exemple. Ce que font beaucoup de bailleurs sociaux. Mais attendez, juste pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que si on dit on ne paye plus, par exemple, il y a eu un moment pendant le Covid, un bailleur en Ile-de-France qui a dit on ne paye pas, on peut ne pas payer pendant 2-3 mois. Mais c'est une folie. On met dans le mur le bailleur considéré pour les 20-30 années à venir. Il faut que ce modèle il puisse exister dans la durée. Par contre, des bailleurs sociaux peuvent, et certains le font très bien, c'est mieux prévenir. Dès qu'il y a un mois d'impayé, qu'est-ce qui se passe? Les accompagner, les aider à ouvrir des droits, avoir des assistances sociales, des personnes qui vont échelonner la dette, qui vont trouver des solutions. Et quand des bailleurs sociaux, et beaucoup le font, s'engagent dans cette logique-là, ça marche.
Après, la responsabilité sur les impayés, c'est les fonds de solidarité des logements qui sont gérés par les départements. Nous demandons à l'État un fonds de 200 millions d'euros pour venir injecter les fonds de solidarité logement pour le parc privé comme pour le parc social, parce qu'autrement, effectivement, il va y avoir beaucoup d'impayés post-Covid et beaucoup d'expulsions à partir du mois d'avril 2021. Donc, il y a beaucoup à faire sur ce sujet. Il y a une forte augmentation, je crois, des impayés depuis le début de cette crise. Écoutez, c'est difficile à dire. Il y a des bailleurs qui sont confrontés à 5%, 10, 15 ou 20%. Dans le parc privé, on voit à peu près les mêmes choses. Il y a une mission qui vient d'être confiée au député Desmoulins pour pouvoir se mettre autour de la table et regarder ce qui se passe. En tout cas, c'est sûr qu'il va se passer des choses. Comment voulez-vous ? 800 000 chômeurs en plus avant la fin de l'année. Des ressources qui ont baissé. Des gens qui ne sont même pas couverts par le chômage partiel parce que c'est l'économie parallèle, parce qu'ils étaient beaucoup avec des pourboires, Bref, vous connaissez ces situations-là. Comment voulez-vous que ça passe pour des gens qui avaient déjà des toutes petites ressources, qui consacraient déjà 40% de leur budget pour se loger? Mais alors, est-ce que vous, Fondation Abbé Pierre, et les associations que vous soutenez et avec lesquelles vous travaillez très régulièrement, vous allez changer aussi de stratégie? Vous disiez accompagner ces personnes, faire de la prévention, c'est aussi votre rôle, vous le faites. Vous les accompagnez, vous avez une assistance juridique très souvent pour ceux des locataires qui sont en difficulté. Est-ce que vous pensez que votre modèle à vous va changer? Modèle économique, mais disons votre manière d'agir. C'est une très bonne question. Ça va vous obliger à réfléchir, à former d'autres, je ne sais pas, d'autres compétences. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en est là, qu'il va falloir, y compris chez vous, faire bouger le navire? Alors, d'abord, on l'a déjà fait bouger parce qu'on a eu peur pendant le confinement. Quand on a vu les réponses aux personnes dans un total dénuement se réduire parce qu'il y avait moins de distribution alimentaire, moins d'épicerie sociale, moins de maraudes, etc. Vous avez dû fermer des boutiques, non? On a surtout vu que beaucoup fermaient. Et du coup, on est allé sur un champ qui n'était pas forcément le nôtre. C'est ça. Nous avons distribué dès la deuxième semaine du confinement des chèques-services pour que les gens puissent aller s'alimenter avec ces chèques ou acheter des besoins de première nécessité, des produits d'hygiène. On a distribué des kits d'hygiène. On a dû, en fait, réorienter les ressources des donateurs, parce que le modèle économique de la Fondation Abbé Pierre, ce sont que des dons. Il n'y a pas de subvention publique. Donc ces dons-là nous ont permis d'aller au plus près des gens avec nos acteurs, nos partenaires associatifs, auprès de ceux qui souffrent, dans les bidonvilles, dans les logements indignes, dans les personnes qui sont à la rue. On a dû développer des moyens pour augmenter les maraudes, pour mettre plus à l'abri des personnes. Donc déjà, cette crise sanitaire, elle nous a obligés, avec une grande réactivité, enfin en tout cas il était nécessaire de faire vite plutôt, de changer notre réponse immédiate en urgence. Là, on est en train de réfléchir, par exemple, enfin, pas en train de réfléchir, on est en train de faire pour pouvoir aider les gens à payer leur loyer. C'est ça. Donc, vous voyez, ce n'était pas ce qu'on faisait forcément. Comment? Mais ça ne peut pas être durable. Comment ferez-vous? Ben, en fait, nous, on finance beaucoup d'associations qui vont gérer des logements privés à vocation sociale. Ah, ben, de toute façon, on n'a que nos fonds propres pour agir. Oui, tout à fait. Alors, nous, on demande un fonds à l'État de 200 millions d'euros. Je veux dire, vous allez les orienter différemment? Non, ça veut dire qu'en fait, les personnes que nous, on accompagne, ou que le réseau associatif qu'on soutient accompagne, on va renforcer notre soutien juridique pour faire des ouvertures de droits, pour s'assurer qu'ils connaissent bien tout ce qui existe, les fonds de solidarité au logement, les aides des CCAS, le conseil juridique par les ANIL, les ADIL, etc. Et puis, si vraiment on voit que ça ne passe pas et que ça peut susciter une augmentation des expulsions locatives, on interviendrait financièrement. Mais ce n'est pas notre rôle, si vous voulez. Sauf que là, il y a urgence. Il y a urgence, il y a encore urgence. Est-ce que ça va modifier sensiblement notre façon d'agir? À l'avenir, j'en sais encore trop rien. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on va avoir un pays qui repart sur le front de l'économie et qu'on va avoir des politiques du logement plus sociales. C'est surtout ça, parce qu'autrement, vous savez, c'est très important l'action des associations de solidarité, les ONG. Mais comme disait l'abbé Pierre, et c'est pour ça qu'on s'engage aussi dans l'interpellation, la connaissance, l'évaluation des politiques publiques, qu'on fait des propositions, c'est que, faut pas croire, nos sociétés, même riches et modernes, dites modernes sur ce point-là, elles excluent beaucoup. Et si on ne change pas les paramètres politiques vers une réorientation, vers les vrais besoins, ce que vivent vraiment les gens, sur la question écologique et sur la question sociale, on va dans le mur. Donc ça ne peut pas être écopé avec les associations, même si nous, on fait le maximum. Sur la construction, je l'ai dit, vous participez à la construction de logements dits très sociaux, et vous êtes évidemment en lien aussi avec les bailleurs sur ces thèmes-là.
Là encore, est-ce que ça risque, je ne sais pas, c'est une question tout à fait ouverte, hein, puisque chacun essaie de réfléchir à ce qui peut se passer maintenant. Est-ce que ça peut être un domaine sur lequel vous pourrez moins intervenir, ce qui doit être, j'imagine, très coûteux? Non, je ne pense pas. J'espère pas. Si on est intervenu financièrement sur la construction de logements très sociaux en PLAI, donc les logements très sociaux, portés par des associations hein, qui ont cet agrément en fait, pour être bailleurs, en fait, c'est qu'en fait, le modèle économique ne passait plus. Donc il y a 10-12 ans, on s'est dit, il va falloir qu'on vienne combler une partie du manque économique pour faire sortir des bonnes opérations pour les plus pauvres. Donc on est venu injecter jusqu'à 10% des opérations à hauteur de 500-600 logements par an. Donc on met, nous, 5-6 millions d'euros par an. Et puis, ça suffisait même pas. C'est-à-dire qu'entre le modèle économique des prêts, des aides de collectivités locales, des aides de l'État, donc nous, on est venu injecter à 10%, ça suffisait même pas, et c'est pour ça qu'on a créé une foncière, pour même porter le foncier. Donc, on voit bien qu'il y a un problème quand même pour faire sortir du logement très social, au niveau des loyers pris en compte dans le calcul des APL, hein, qui est le bon niveau d'équilibre, comme je le disais tout à l'heure. Donc nous, je pense qu'on va devoir encore continuer. Mais il faudrait qu'on ait beaucoup plus. On met 6 millions d'euros, 5-6 millions d'euros par an, mais il faudrait qu'on puisse être beaucoup plus en capacité de développer encore davantage cette offre-là, qui est parallèle à celle des bailleurs sociaux, évidemment, qui sont sur des quantités beaucoup plus importantes. Mais du côté des bailleurs sociaux, il va falloir plus de logements sociaux, plus de logements très sociaux, bien situés. J'ai dit qu'il y avait des enjeux d'attribution, mais aussi des enjeux de construction. Donc, et pas n'importe quel logement. Hein. Des PLS, il y en a peut-être besoin dans des secteurs très tendus, mais nous, on pense que les aides publiques, l'utilisation du foncier, la force de production, elle doit surtout être mise sur le plus, et le PLAI, donc c'est-à-dire le logement social de base et le logement très social. Surtout ne pas arrêter la construction. Ah, surtout pas. Surtout pas. Alors, les besoins ne sont pas les mêmes partout. Il y a des endroits où le logement social est vide à 20% dans les ensembles immobiliers, parce qu'il n'y a plus de demande, parce qu'il y a une décroissance économique, des prises démographiques, enfin, bref. Et du coup, on est plutôt sur la manière dont on réactive les centres-villes, bon, on est sur des enjeux d'aménagement beaucoup plus forts. Mais vous voyez bien, dans les métropoles, s'il n'y a pas le logement social aujourd'hui, comment les gens se logent, en tout cas à proximité de leur lieu de travail. Alors, donc 4 millions de personnes qui restent mal logées hein, ou carrément privées de domicile, c'est toujours le chiffre. Près de 12 millions avec une situation fragile qui passe quoi, le surpeuplement, vous en avez parlé, des loyers exigus, des logements exigus et des familles évidemment qui ont beaucoup souffert pendant les périodes de confinement. Impayés de loyer, on en a parlé. Copropriété en difficulté, cohabitation difficile, précarité énergétique, le froid, la chaleur, vous l'avez mentionné aussi. Est-ce que tout cela, ça fait évidemment beaucoup, peut être pris différemment? Par où on peut passer pour que, dans cette situation exacerbée, parce que tout ce que je décris là va plutôt vers le moins bien, la transition énergétique, par exemple, c'est un domaine dans lequel vous, Fondation Abbé Pierre, vous avez l'intention de vous engager en y entraînant peut-être déjà les populations elles-mêmes, mais peut-être en vous associant à d'autres. Alors, il y a deux éléments. C'est pas rien, parce que ça représente énormément d'argent, et on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Bien sûr. Les problèmes démarraient là, quoi. Le chauffage coûtait trop cher. Il y a deux choses qu'on voit, c'est que par rapport à l'actualité, ces sujets, c'est que, on disait 4 millions de mal logés, 12 millions de fragilisés. Au fond, les situations que nous avons vues basculer ou en énorme fragilité pendant le Covid, c'est plutôt dans les 12 millions. Puisque les autres sont mal logés. C'est triste, mais ils étaient déjà mal logés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceux qui tout d'un coup se sont rendus compte qu'ils ne paieraient plus leur chauffage, par exemple. Oui, ou qui ne pourraient plus payer leur loyer, ou qui souffraient de surpeuplement, ou qui souffraient donc de logement indigne parce qu'il fallait rester dans son logement, etc. Donc là, il y a effectivement tout un pan de la population. On ne peut pas dire qu'ils sont mal logés, c'est pour ça qu'on, dans notre catégorisation, on les distingue. Mais ils sont fragiles. Vous savez, c'est la même chose qu'avec l'emploi. Il y a ceux qui sont au chômage, et puis il y a les travailleurs pauvres. Vous savez, ils ne sont pas au chômage, ils bossent, mais en fait, les ressources issues de leur emploi ne leur permettent pas de vivre dignement. Et donc, c'est toute cette zone grise, en fait, qui sort des statistiques de la pauvreté, du chômage ou du mal logement, mais sur lesquels il faut avoir une attention très très forte. Et ça recoupe la question des gilets jaunes. Donc, c'est ceux-là, surtout, que nous avons vu émerger. D'ailleurs, souvent des gens qui n'ont pas du tout connaissance des aides sociales, de ce que c'est qu'un centre communal d'action sociale, qui n'ont jamais vu d'assistante sociale. Ils ne connaissent pas les dispositifs. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé, notamment l'aide alimentaire
ces personnes-là sont venues demander de l'aide alimentaire pendant la Covid. Et vous ne les connaissiez pas auparavant? Pas forcément, effectivement, notamment dans les quartiers populaires. En tout cas, ils ne frappaient pas à la porte des associations humanitaires ou de solidarité. Sur la question de la rénovation thermique, ça fait longtemps qu'on est sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie de mal-logement. On a développé un programme qui s'appelle SOS Toddy. Et au départ, quand on l'a créé, c'était essentiellement dans notre esprit pour les copropriétés, pour les locataires qui subissent les mauvaises pratiques des marchands de sommeil. Et puis en fait, au fil des remontées des territoires, qu'est-ce qu'on voyait? C'était beaucoup des gens de milieu rural, de personnes propriétaires occupants de leur logement, qui vivaient dans des taudis, qui ne demandaient rien à personne, et sur lesquels en fait on agit beaucoup. Personnes âgées, avec très peu de ressources, qui ont hérité d'un logement, mais depuis 20 ans, ils n'ont pas fait de travaux, la toiture, elle est percée, il n'y a pas de chauffage pour pouvoir chauffer toute la maison, il n'y a pas les sous pour se chauffer, dégradation, humidité, donc problème de santé. Donc, c'est un enjeu majeur. Dans notre programme aussi, Toi d'abord, où je parlais de financement, on a une exigence thermique, parce que si vous arrivez à faire des très très bas loyers, ce qu'on arrive à faire avec nos opérations, si en plus vous arrivez à faire des très très basses charges, parce que vous avez un logement bien rénové globalement, vous faites baisser la facture, incroyable. Mais vraiment, nous, c'est entre les situations avant et après, c'est à peu près 900 € d'économisés par an sur les questions de facture de chauffage. Oui, ça a été très largement calculé. Et c'est aurait très pu être efficace. fait bien avant, oui. Ouais, bon, écoutez, maintenant, on nous dit 5 millions de passoires thermiques. Jusqu'à il y a encore un mois, c'était 7 millions. Il y a beaucoup à faire. Franchement, il y a une dynamique quand même importante. Depuis la loi de 2015, elle est prolongée là, avec le plan de relance. Nous, on a juste une petite attention. C'est que, vous savez, là, on met 2 milliards de plus en 2 ans, par exemple, sur MaPrimeRénov'. Mais on a aussi élargi l'assiette. C'est-à-dire que maintenant, les 20%, les ménages les plus aisés, vont aussi pouvoir bénéficier de ces aides. D'accord? Et les propriétaires, bailleurs aussi, vont pouvoir bénéficier de ces aides, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a plus de sous, mais plus de ménages concernés, plus de logements concernés. Il faut, et j'allais dire, c'est un peu un fondement pour nous, il faut s'assurer maintenant, et on va y travailler avec le cabinet de Mme Vargon, que ces aides vont bien aussi pour les plus pauvres et bien aussi pour les passoires thermiques. Parce que c'est là où il y a les deux urgences principales. Ouais. Vous êtes une fondation, on parle de solidarité, hein, c'est notre premier thème dans ces entretiens initiés par l'AFPOLS. On a parlé des gens que vous soutenez, qui sont ceux qui vous soutiennent. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que ça aussi, ça va compter, qu'à l'avenir, ça va être plus difficile de trouver des fonds auprès de vos donateurs? Vous l'avez dit, hein, vous ne vivez que de dons, d'organismes, d'entreprises aussi, de particuliers. Est-ce que pendant la crise sanitaire, enfin depuis le début de la crise sanitaire, vous sentez un certain relâchement? Quelles sont les réactions de vos donateurs? Alors, pendant la qui crise, sont-ils, si on peut les cibler? Pendant la crise sanitaire, un élan de générosité, mais qui est bluffant, touchant, de la part de donateurs particuliers, de la part d'entreprises, de la part de personnalités. Je crois que beaucoup de gens se sont retrouvés chez eux, confinés comme il se devait, en se disant « mais waouh, et les autres ?» quoi. Ce que disait l'abbé Pierre tout le temps, « et les autres ?» Et du coup, on a eu vraiment un sursaut de générosité, d'attention, et l'envie de faire quelque chose, d'aider. Donc ça, c'est un point extrêmement positif parce que ça veut dire que notre société française, elle est solidaire, elle est généreuse, globalement, hein, et il y a des volontés d'agir dans ce sens-là. Donc c'est plutôt très positif. Après, l'essentiel des donateurs de la Fondation, ce sont des gens qui ont des ressources modestes. Donc c'est beaucoup de gens avec des ressources modestes. Et l'avenir, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour leurs ressources à ces personnes-là, à ces ménages-là. Et les effets sur le don, on ne sait pas trop non plus. Donc il y a beaucoup d'inconnus, comme beaucoup d'autres univers, beaucoup d'inconnus. Par exemple, vous savez, quand il y a eu la hausse de la CSG au début du quinquennat, l'idée du gouvernement, c'est on augmente la CSG, mais on va baisser les cotisations salariales. Donc ils vont s'y retrouver, les ménages. Mais il y a beaucoup de donateurs qui sont en retraite, en situation de retraite par exemple. Mais eux, ils ont eu la hausse de la CSG, mais pas la baisse des cotisations. Et on avait des messages de gens qui nous disaient « ça fait 10 ans que je vous donne 10 € par mois, mais là, je ne peux pas. La hausse de la CSG, c'est 400 € par mois annuel pour moi, et je ne vais pas m'en sortir. » Donc, tout dépend de ce qui va se passer, et aussi de la fragilité.
Mais j'ai plutôt envie de retenir l'élan de générosité qu'il y a eu pendant le confinement, parce que nous, on a quand même eu peur. Hein. On a eu peur qu'il y ait des morts, peur que, je ne parle pas sur le plan sanitaire, hein, des gens qui avaient faim, des gens qui... Bref, c'était dur ce qui nous remontait de partout. Et la satisfaction, ça a été ça. C'est de voir des gens qui disaient « Mais comment on peut faire pour aider? Comment on peut vous aider pour aider ?» Et ça rappelle vraiment l'appel de 54 de l'abbé Pierre. C'est que ça fait du bien, ces sursauts de générosité, vraiment. Je ne l'ai pas mentionné en commençant notre entretien, Christophe Robert, mais on avait proposé à nos auditeurs qui sont en ligne et qui vous écoutent de proposer quelques questions, s'ils le voulaient. Alors, je vais en relayer quelques-unes. Celle-ci, comment inscrire et ancrer le logement social au cœur d'une politique de relance qui se prétend d'inspiration keynésienne, mais où ce secteur semble réduit à la portion congrue? Je crois que vous avez fait un commentaire assez proche de cette question, mais agir sur les gouvernements, c'est quand même votre objectif. J'ai d'autres questions, hein. On va y répondre rapidement, mais on devrait prendre ces Oui, j'ai un petit peu dit tout à l'heure, je crois effectivement, moi j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on sait que le logement social, souvent, a un rôle contracyclique économiquement. Il y a pu y avoir du rachat de VEFA dans son temps pour pouvoir développer l'offre et maintenir l'appareil de production. Oui, c'est un très bon levier de relance. Voilà, c'est pas ce qui a été choisi là. Il y a des aides apportées pour la rénovation thermique du logement social, mais pas pour la relance. C'est bien dommage. Il aurait fallu que ce soit, comme vous l'avez mentionné, dans les priorités et très directement. Bien sûr. Une autre belle question, je trouve, comment nourrir l'imagination de nouveaux modèles d'habitat participatif, on n'a pas encore prononcé le mot, qui accueilleraient des populations mixtes intergénérationnelles, ce qui faciliterait sans doute l'entraide. C'est peut-être une piste, ça, aller davantage vers l'intergénérationnel. Alors la mixité, on sait que ça, on sait que ça rencontre des obstacles, mais c'est quand même pour vous toujours un but, évidemment. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que la philosophie de l'habitat participatif ou intergénérationnel, évidemment, d'ailleurs, on contribue à son développement. On peut financer des actions dans ces domaines-là. C'est ça, vous, association, vous pouvez y aider. Oui, bien sûr. Qu'attendez-vous des bailleurs dans ce domaine? Je pense qu'ils sont déjà impliqués et les actions que nous, on a pu soutenir sur le volet associatif étaient couplées avec des bailleurs sociaux. C'est-à-dire des logements étudiants, mais aussi quelques logements plus réservés à des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur parcours, pour faire de la rencontre avec des espaces communs. Donc ces logiques-là, elles sont déjà portées par des bailleurs. La difficulté, c'est les montées en puissance de ce type de dispositif. Mais je crois qu'il faut absolument les encourager. D'abord, elles permettent de développer des bonnes réponses pour ceux qui vont en bénéficier. Ça ne peut pas être la réponse à la crise du logement. Vous voyez ce que je veux dire, dans une échelle temps courte. Mais c'est pareil de la dissociation du foncier et du bâti, des organismes fonciers solidaires, pour faire sortir le foncier de la spéculation et développer des réponses avec une maîtrise du prix de sortie des logements. Moi, je pense que pour connaître le secteur HLM depuis longtemps, il y a énormément d'innovations, comme le secteur associatif. Mais alors, il faut absolument encourager au maximum toutes ces dynamiques-là. Il ne faudrait pas croire que ça pourrait répondre à une échelle courte, dans un temps court, à l'ensemble des problèmes dont on parle depuis maintenant 3/4 d'heure. C'est ça. Alors ça pourra à terme, hein, quand on parle des offices de dissociation du foncier et du bâti, en France on en est au balbutiement, c'est rendu possible depuis une loi très récente, ça commence un peu à se développer. Il y a d'autres pays où c'est des dizaines de milliers de logements. Donc il y a d'autres histoires de la manière de concevoir le foncier, de concevoir le prix du logement. Nous, on a du mal sur les systèmes de régulation autour du logement, à part le modèle économique du logement social, mais il faut les pousser, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Donc il faut faire feu de tout bois, je pense. Est-ce que vous écoutez assez les associations qui ne sont pas forcément dédiées au logement, ce qui est quand même votre attribution, mais qui sont parfois très innovantes, la participation notamment, mais qui peut-être auraient d'autres propositions à faire, qui seraient vers plus de convivialité, qui pourraient inclure l'espace aussi autour de l'habitat strictement dit? Est-ce que là-dessus, il y a des ouvertures possibles? Est-ce qu'on écoute assez? J'en sais rien. C'est peut-être... Non, mais est-ce que ça peut être une piste? Ah, non, mais complètement. Enfin, je veux dire, deux exemples. De parler à d'autres gens qui ne soient pas forcément des spécialistes du logement. Nous n'avons parlé que d'eux pour l'instant. Ben, oui, enfin, pour moi, c'est évident. Enfin, je veux dire, là, on n'a pas le temps, et pourtant on a le temps de dialoguer, mais il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants, enfin pas beaucoup plus importants, qui croisent la question du logement. J'évoquais rapidement les enjeux démographiques, les évolutions de la famille.
Absolument, je pensais un peu à ça. Les évolutions de la famille. Enfin, Mm. ce système du logement, il est resté sur une vision de la famille il y a encore 30 ans. Oui, la taille des logements notamment, bien La souvent. taille des logements, Mais c'est vrai que le les rapport bailleurs, ils entre réfléchissent quand même. les séparations conjugales, est-ce qu'on peut avoir les APL, le droit de garde, comment on peut... Bref, vraiment, il y a des rigidités, c'est-à-dire qu'on est un cran de retard, mais un grand cran de retard. Donc oui, sur les questions aussi de participation, les questions de démocratie participative, je pense qu'il y a du retard dans ce secteur du logement. Je pense que, et nous aussi, il faut qu'on évolue, hein, je nous mets aussi dans le panier. Il y a, je crois, aussi sur la question des quartiers populaires. Si vous voulez, nous, on en est venu, ça fait partie des statuts de la Fondation, on a vraiment vocation à financer des réponses qui touchent vraiment au logement. Mais avec la question des quartiers populaires, on s'est aperçu, comme bien d'autres, qu'on pouvait avoir un logement de qualité, mais que ce n'était pas que la question du logement. La question du vivre ensemble, la question d'espace de rencontre, de vie collective, de dynamique associative, la possibilité d'avoir un avis sur son quartier, de pouvoir sortir du quartier, de pouvoir découvrir la ville, de pouvoir... Et donc, finalement, on finance aussi des opérations qui relèvent plus de la promotion des habitants. C'est-à-dire, là, on touche à des enjeux de mobilité, enfin on en parlera sûrement dans les entretiens. Complètement. On touche à des enjeux de mobilité, de frontières mentales, de culture, de rencontres d'entre-soi, de sécurité. Et au fond, on s'est dit, mais loger ne suffit pas. Loger n'est pas gagné. Et c'est là où, mais c'est toute une histoire depuis longtemps, parce que la caravane des quartiers, dans les quartiers populaires, l'abbé Pierre était très investi, les activités culturelles dans les quartiers pour favoriser la rencontre, l'éducation populaire, etc. On soutient aussi des opérations de ce type. Donc là, il faut être à l'écoute aussi de la jeunesse aussi. Oui. Comme je cherche toujours à vous faire donner des pistes d'avenir, hein, enfin d'avenir même dans l'immédiat, puisqu'on y est. Est-ce qu'il faudra aller davantage vers cela, vous pensez ? Il va falloir aller davantage vers une mobilisation citoyenne autour de cette question du logement. On n'arrive pas à la faire imprégner de tout un chacun. Que chacun se dise, il y a des choix politiques, économiques dans les questions de logement. Donc, il n'y a pas de fatalité. C'est sûr qu'on change les choses assez lentement dans le domaine du logement, mais il faut qu'on s'en saisisse. Je vais vous prendre un exemple. Le modèle pour une historique du logement à Berlin ou en Allemagne est un peu différent. L'histoire urbaine n'est pas la même, etc. Bon, par exemple, l'encadrement des loyers, ça pose pas de problème en Allemagne depuis un moment. Mais surtout, il y avait des logements moins chers. Jusqu'à ce qu'il y ait une logique un peu plus spéculative qui, sur le logement privé, intervienne. Et les citoyens, localement, se sont dit « Waouh, il va y avoir une augmentation ». Il y a eu une augmentation considérable des prix. Il y a eu des manifestations de dizaines de milliers de personnes en disant « Non mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Oui. Vous allez changer la ville en faisant ça. Vous allez changer la composition de la ville. » Je pense vraiment que ce qu'il va nous falloir, c'est une prise de conscience collective et que nous puissions collectivement porter un avis sur débattre avec nos concitoyens dans les quartiers populaires, en milieu rural, dans les villes, pour se dire quelle ville voulons-nous ? Est-ce qu'on veut vraiment mettre toutes les personnes qui ont des difficultés financières dans les mêmes quartiers ? Alors c'est l'histoire urbaine de la France aussi, c'est là qu'ils sont pas chers. Mais est-ce que ça peut tenir longtemps ? Est-ce qu'on doit avoir des villes-musées par ailleurs qui sont tellement chères que ça ne peut marcher qu'avec la location saisonnière ou c'est racheter des immeubles très chers par des personnes qu'on verra jamais dans nos villes ? La question des domiciles travail, des trajets, la question de la pollution, la question écologique. Tous ces défis-là, ils sont devant nous. Mais il va falloir s'en saisir collectivement. Et donc moi, nous considérons qu'il faut qu'on soit beaucoup plus actifs dans ce domaine-là. Mais j'invite tout le monde à l'être, parce que évidemment, ce changement-là, il ne va pas se faire comme ça. J'ai une bonne réaction d'ailleurs à ce sujet, ce que dit Christophe Robert sur les blocages culturels dans les quartiers populaires et ailleurs. N'est-il pas essentiel, plus que les problèmes techniques? C'est donc bien une piste peut-être qu'il faudrait suivre davantage à l'avenir. J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que vous disiez tout à l'heure, les campagnes qu'on fait, les propositions, donc, ça ne veut pas dire que rien ne se fait, encore une fois, il faut faire attention, mais pas à la hauteur du problème, ce n'est pas à l'échelle. Franchement, si on continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que si on n'a pas une réflexion collective sur le vivre ensemble, quelle ville, pour qui fait vivre la ville, qui a le droit de vivre dans la ville qu'il fait vivre, la place de la diversité, la réalité des ressources des ménages dans chaque ville, la réalité des prix qui sont pratiqués dans le logement social, dans la production de logements mis à la vente, etc. Si on n'a pas ces réflexions-là,
qui sont en fait des réflexions de bon sens. Si on ne revient pas aux fondamentaux, eh bien, on risque d'aller dans le mur. Et vous l'avez dit, une partie des réactions au début du mouvement des Gilets jaunes était aussi liée à ça. Nous, ce qu'on entend beaucoup dans les personnes qu'on tente d'aider, c'est beaucoup ça aussi. On ne considère pas cette question à sa juste mesure. C'est très frappant d'ailleurs que les Gilets jaunes aient été suivis de cette crise sanitaire comme s'il l'avait annoncé ou révélé. Une autre remarque qui va un peu dans ce sens aussi, peut-être vous pouvez y répondre également, c'est une question, le logement social ne devrait-il pas être pensé comme un outil d'accompagnement des individus plutôt que comme gestionnaire de patrimoine? Vous avez le sentiment que c'est ce qui se passe, qu'on est trop dans la gestion de patrimoine actuellement? Là, je parle de même réponse tous que les tout à l'heure. constructeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de 4,5 millions de logements, oui. Quand on parle de, je ne sais plus, maintenant avec le regroupement, 500 bailleurs différents en France. Non, vous savez, j'ai vu beaucoup de quartiers populaires où il y avait plus grand monde, à part les bailleurs. J'ai vu beaucoup d'actions menées par les bailleurs sociaux en termes d'accompagnement social. Et d'ailleurs, je pense à la question du logement accompagné avec les associations, qui est vraiment un programme qui mériterait d'être encore développé. Et puis il y en a qui ne le font pas, effectivement, pas suffisamment en tout cas. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir une lecture homogène de la question, mais ça ne peut pas être simplement loger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas l'histoire, d'ailleurs, du logement social, me semble-t-il. Christophe Robert, on va arriver à la fin de cet entretien. Je voulais juste peut-être pour conclure vous demander si vous êtes inquiet pour ce qui se présente maintenant ou si vous pensez qu'il y a des ressources un peu partout avec une autre manière peut-être d'agir, de travailler, c'est-à-dire on n'est plus dans le monde d'avant. Alors, inquiet. Je vous l'ai posé au début, mais maintenant... Très inquiet, très inquiet, parce que 9 millions de pauvres, des inégalités qui se creusent et une crise très profonde qui va, je pense, renforcer fortement la pauvreté et les inégalités. Donc très inquiet. Après, ce qui me réjouit, c'est que sur la question écologique, comme sur la question sociale, pas tant la crise du Covid que la jeune génération a bien compris. Prenons l'exemple de la question écologique. Ils ne veulent plus qu'on fasse comme avant. Enfin, je veux dire, discuter avec le mouvement lycéen, le mouvement pour le climat, qui s'est développé depuis 1 an, discuter avec cette jeunesse, discutons avec cette jeunesse. Et là, on va voir que c'est plus on temporise plus. Et cette génération, c'est celle qui va occuper les espaces de demain. Et je crois que là... Qui au passage a bien du mal à se loger. Oui, oui, bien sûr. Mais je prenais la question écologique exprès parce que c'est aussi des personnes qui souffrent souvent de fragilité dans le domaine du logement ou de l'exclusion. Mais ça ne peut que produire du changement. Cette prise de conscience-là, et vous nous l'avez déjà faite, comme la question que moi je parle avec des économistes. Avant 2008, on nous disait « laissez-nous faire, tout ça s'autorégule ». La crise de 2008, catastrophe, parce qu'on a voulu donner des moyens à des gens qui n'en avaient pas d'acheter des logements et ensuite on les a saignés. On ne peut plus nous faire la leçon maintenant de « tout ça, ça marche tout seul ». Non, l'écologie, ça ne marche plus tout seul, il va falloir, on est dans le mur, on s'enfonce dans le mur, il va falloir agir. La jeunesse a compris. La question de la financiarisation de l'économie, l'interdépendance aussi est en train d'être bien prise en conscience par la société. Et ça, c'est sûr, mais dans des temps relativement longs, c'est porteur de changement et ça, c'est peut-être la lueur d'espoir. Qui vous donnera des forces pour l'avenir. Merci, merci infiniment Christophe Robert. Merci à ceux qui vous ont posé des questions aussi. Et on reprendra un prochain entretien bientôt. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir.